alliés? Peu de résistance, parce qu'en fait, déjà, les États-Unis ont retiré leur soutien à cette alliance du Sud en août 2017. Soutien militaire, soutien financier. Les Israéliens les aident un petit peu du côté du Golan pour avoir une zone tampon. Mais en fait, l'essentiel de ces combattants, c'est des groupes villageois. Il n'y a aucune organisation, aucune hiérarchie. Ils vont même, les uns, signer des accords entre guillemets réconciliation avec le gouvernement syrien pour éviter d'être déportés, comme c'était le cas pour les gens de la Routa vers Idlib, d'être chassés en Jordanie. Donc l'armée syrienne devrait rencontrer assez peu de résistance, plus moins dans la partie est de la province de Daraa. Dans la partie ouest, là, on a quand même des gens de Daesh, des gens d'Al-Qaïda, donc ça sera un peu plus difficile. Mais bon, il ne se que quelques milliers, je dirais 80-90% des 30 000 rebelles, c'est en fait des rebelles à temps partiel, peu combatifs, dont il sera assez facile de venir à bout. À vous écouter, Fabrice Balanche, c'est une question de moi. Oui, c'est une question de moi. Je pense que s'il n'y a pas de problème géopolitique international, ça devrait, le gouvernement syrien devrait pouvoir reprendre la province d'ici la fin de l'année 2018. Alors, du sud-ouest syrien, on va passer au nord avec le régime d'Assad, qui va avoir envoyé des patrouilles aux environs de la ville de Manbij. Vous connaissez bien ce secteur, Fabrice Balanche. Eh bien, est-ce que le régime peut reprendre le nord et du coup chasser d'une certaine manière les combattants kurdes? La poste de Manbij, elle fait l'objet de transactions entre la Turquie et les États-Unis. Normalement, il y a un accord avec la Turquie. Les Turcs devraient envoyer des troupes occuper Manbij et les troupes kurdes ont normalement évacué la poche. Cependant, lorsque j'étais dans cette région en janvier dernier, tous les témoignages que j'ai recueillis, c'était que les gens veulent le retour de l'État syrien. Ils ne veulent pas appartenir à une zone sécessionniste dirigée par les Kurdes, ou voir l'armée turque et leurs alliés de l'armée syrienne libre occuper la ville. Parce que l'armée syrienne libre a laissé un très très mauvais souvenir lorsqu'elle occupait la ville, elle mettait la ville en coupe réglée. Donc les gens ne veulent pas avoir revenir ces gens-là. Ils veulent le retour de l'État syrien, ils veulent revivre dans une Syrie unie. Donc évidemment, l'armée syrienne et Bachar el-Assad vont profiter de ces sentiments pour envoyer des troupes, occuper au moins une partie de cette poste, parce que notamment la petite groupe Al-Nas, qui est à sud de la ville, est très favorable à Bachar el-Assad. Bien, merci infiniment, Fabrice Balanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes agrégé et docteur en géographie. Le bureau de vote est fermé, il y a tout juste une heure en Turquie et déjà pleuvent les accusations de la fraude électorale. Elles se fondent sur des plaintes adressées aux principaux partis d'opposition. Accusations récurrentes à chaque scrutin et presque des mises en cause s'accumulent. Une délégation d'observateurs de nationalité française composée d'élus et de cadres du Parti communiste a d'ailleurs eu droit à quelques mésaventures dans l'est du pays. Géraldine Allo nous appelle d'Istanbul, précisément des locaux du CHP, le Parti social-démocrate de Muharrem İnce, le principal rival de Recep Tayyip Erdogan. Christine Pruneau et les deux militants communistes français qui l'accompagnaient ont pu quitter à 17h les locaux de la gendarmerie d'Agri où ils étaient retenus depuis la mi-journée. C'est le parti de gauche pro-kurde HDP qui les avait conviés à une mission d'observation citoyenne. Mais visiblement, les autorités turques ne l'entendaient pas de cette oreille. Mis à part cette courte détention, ce qui préoccupe surtout les partis d'opposition, c'est la fraude et les tentatives d'intimidation dans le sud-est du pays, mais aussi ici à Istanbul. Youssouf Erciyes est le vice-président du CHP, le Parti social-démocrate à Istanbul. Les observateurs dans le bureau de vote d'Istanbul nous rapportent ici et là des cas d'intimidation et parfois même des agressions physiques à leur rencontre. Ça se passe surtout dans les quartiers où l'AKP est arrivée en tête aux dernières élections. Cette fois-ci, le taux de participation y est plus élevé, ce qui pourrait vouloir dire que les électeurs se sont beaucoup mobilisés et ont sans doute voté pour les partis d'opposition. Tout à l'heure, lors d'une brève allocution à Ankara, Muharrem İnce, le candidat du CHP, s'est adressé aux Turcs. Il leur a dit « N'ayez pas peur, je surveillerai en personne la proclamation des résultats par la haute autorité électorale ».
Les résultats devraient être rendus publics aux alentours de 22h, heure française. Géraldine Allo à Istanbul avec les moyens techniques de Clémence Bonfils. L'armée israélienne annonce avoir tiré un missile du système de défense aérien en direction d'un drone en provenance du territoire syrien sans toutefois l'atteindre. Aucune information sur l'endroit où s'est écrasé le missile de type Patriot. Sur un autre terrain, celui de la frontière avec la bande de Gaza, l'armée israélienne ouvre le feu sur des militants palestiniens impliqués dans la marche du retour. Un Gazaoui atteint hier par des balles israéliennes a d'ailleurs succombé à ses blessures ce matin. 135 morts et 3900 blessés depuis le 30 mars dernier. Les Nations Unies craignent le pire, un nouveau conflit ouvert comme en 2014. Les habitants de cette enclave de Gaza sous blocus depuis 10 ans souffrent de détresse psychologique. C'est un reportage de la correspondante de RFI dans les territoires palestiniens, Marine Blaovic. Planté dans la cour de sa maison délabrée de Shejaïa, à l'est de la bande de Gaza, Shadi montre ses bandages à la jambe. Le Palestinien de 28 ans a été touché par les balles israéliennes au cours des manifestations sanglantes de la marche du retour, mais c'est pour soigner des blessures invisibles que Mohamed Al-Bata, travailleur social, a fait le déplacement. Moi, mon travail avec cette aide d'urgence, c'est d'écouter. Ça leur permet de soulager un peu le poids qu'ils ont sur les épaules. Le programme de santé mentale communautaire de Gaza a mis en place en urgence cette clinique mobile qui rend visite aux blessés et aux familles endeuillées de la marche du retour. Et le premier contact avec Shadi est fructueux. Le maçon au chômage et jeune père de famille évoque à cœur ouvert les raisons qui l'ont conduit à se mettre sous le feu des soldats. J'étais complètement déprimé.